toute œuvre d'art est une trace de quelque chose. Tout est trace, tout est empreinte. Et il s'agit de voir c'est l'empreinte de quoi. Ouais, tout est empreinte, tout est trace. Lire les traces. Et je demande à mes étudiants en début d'année quelle est la plus petite trace qu'on peut faire. C'est le point. Ah, il y en a déjà un qui a trouvé la première dimension. La plus petite trace qu'on peut faire, c'est le point. Le point des plus petits que des pattes de... Comment on appelle ça, les petites fourmis, un minuscule point, l'infiniment petit. On l'appelle la dimension, la D0. Je crois que c'est Kandinsky le premier qui l'a défini. Dans du spirituel dans l'art. Je crois que c'est Kandinsky dans du spirituel dans l'art qui a défini le point comme une dimension zéro en disant le point géométrique n'existe pas. C'est bizarre comme phrase. Le point, ça il indique quelque part, mais il n'existe pas. Vous comprenez que si le point apparaît trop, c'est déjà, comme dirait Lucien, une deuxième dimension. Alors le point, on dit que c'est l'infiniment petit, on ne peut que le penser, parce que s'il apparaît, c'est déjà une deuxième dimension. C'est pour ça qu'il n'existe pas, le point. On peut pas, on le signifie, mais c'est ce que veut dire Kandinsky, mais finalement c'est l'infiniment petit. Donc, et on peut tout faire avec des points. Et à l'origine, il y a beaucoup d'art, si vous allez au musée à Paris sur le quai Branly, et vous verrez qu'en ressort de ce musée, l'impression générale qui sort, c'est le point. Les aborigènes d'Australie faisaient que des points. Il y en a un qui est très beau, le rêve de Tsukaumpa dans ce musée. C'est que des points jaunes sur fond noir. Et c'est l'histoire de tout un rêve, mais il a fait que des points les uns à côté des autres, sur toute la toile. C'est très mystérieux, très beau. Les pixels de nos ordinateurs font des points. On peut tout faire, le pointillisme avec Seurat, une grande école française, ils faisaient tout avec des points. On peut tout faire avec des points. Ils font des 3D. Le point, et tout commence par être un point, tout finit par être un point de départ, un point d'arrivée, point barre. Les expressions qui se réfèrent du point sont toujours un point de rencontre, c'est un point pour marquer un point qui commence, un point qui finit. Tout disparaît. Je me suis dit, en voyant les photos de la NASA récemment, du satellite James Webb, que les trous noirs, les photos des trous noirs, vous voyez dans l'espace, c'est très étrange un trou noir. Ça ressemble pas mal au point. On les voit. Un trou, un point c'est tout. On dit un point c'est tout, un point de rencontre, faire le point avec soi-même. Le point c'est la conscience aussi, c'est la conscience, c'est la présence, c'est l'œil du Terminator. C'est-à-dire que le point, tout commence par un point. Sans conscience, il n'y a pas de départ d'histoire. Il faut qu'il y ait une conscience pour avoir une histoire. On se réveille d'abord, le point qui apparaît. Mais on voit bien une graine vient d'un point, les humains, on vient d'une cellule, on vient tous du point, avant de devenir 2 points, 3 points. Ouais. Un point qui apparaît, et c'est soigner la présence, et ça fait beaucoup de bien aux étudiants quand on pratique le point, c'est de trouver son point, et trouver sa présence, et ils sont trop gros, trop petits, on les bouge, il y en a des très habiles, ça vibre, et le point, la présence, le point zéro, le point du début, ouais. Il y a 2 tendances de la présence, c'est un peu le moi, c'est une image du moi humain aussi, on peut dire le jeu comme ça, c'est juste quelque chose qui regarde, qui écoute, qui peut faire rentrer l'univers, et il y a 2 tendances, c'est d'être peut-être un peu trop gros, on va ou trop petit et pas trouver sa place, être juste un point, et c'est être naturel. Et ces 2 défauts-là, d'être un peu trop gros, c'est des défauts qui sont très profonds en l'homme. Juste représentation, on a toujours tendance à pas bien se représenter les choses, ou exagérer, et on va dans une forme d'orgueil, on dit aussi, de nous-mêmes. Un moi qui est trop exagéré, il va dans l'orgueil, ou à l'inverse, un mépris de soi. Et dans la journée ou dans notre vie, on peut avoir tendance à être fier de nous, un peu plutôt du côté de l'orgueil, ou alors plutôt du côté d'un mépris de soi, ou d'une peur de soi, d'une sous-estime de soi.
Et ces deux tendances en l'homme, c'est un des premiers péchés capital, on appelle ça. Ouais, il y en a 7. Vous verrez, en fait, il y a 7 dimensions de l'espace. La 8e, elle est bizarre, mais tout ce qui est 7, c'est lié aux 7 jours de la semaine, aux 7 planètes. Tout ce qui est 7, et il y a 7 péchés capitaux. Et l'orgueil, comme ça, c'est lié à la conscience, l'orgueil ou le mépris de soi. Et c'est pas plus beau l'un que l'autre. Et on exagère, et ce que je veux dire, c'est qu'il faut apprendre à respirer, et on est toujours ou pris par l'un ou pris par l'autre. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas les péchés capitaux, on vit avec et c'est jamais réglé. C'est pas une fois pour toutes qu'on est humble ou qu'on est fier, mais constamment on doit surveiller dans une respiration comme ça, d'être juste, parce que ça va, c'est terrible, mais ça va se retourner. C'est-à-dire que le mépris de soi se transforme en orgueil, et l'orgueil, c'est un peu la même chose. Se plaindre de soi ou se sentir pas à la hauteur, il y a un orgueil là derrière. On s'imaginait être une meilleure personne. Et il faut arriver quand on se plaint trop, quand on dit je suis pas, c'est qu'on a trop d'estime de nous. Ouais, c'est bizarre, ça, c'est sans cesse, vous allez voir que dans toutes les dimensions, comme ça, il y a des retournements, quand on est trop, on n'est pas assez, quand on n'est pas assez, on est trop. Et c'est par une respiration, et on s'applique, on fait des points, il arrive à une présence naturelle, mais c'est le plus dur de trouver son naturel. Mais à un moment, on s'apaise, on fait des points, et on arrive, sans exagérément, à aligner ces points. C'est très méditatif, et ça fait du bien dans un monde où on est trop dispersé. On peut être aussi trop à la périphérie, il y a des gens trop à la périphérie, et les points s'étalent, ou des gens qui sont trop en eux-mêmes aussi, trop enfermés dans leurs points. On devient trop l'autre ou pas assez l'autre. Et trouver son point, c'est trouver son ancrage. C'est une première conscience et c'est très important de soigner ça. On dit que la pédagogie Waldorf, c'est pour soigner le moi. Et soigner le moi, c'est soigner le point des gens. Renforcer le point des étudiants, c'est de renforcer leur moi. C'est bizarre ça. Qui est invisible, comme le point. Le point, il est invisible et le moi humain, il est invisible aussi. L'être invisible, soigner son point, soigner la présence, demander aux gens qu'on aime d'être présents là et de se débarrasser de leur orgueil et de leur... arrête de râler, ça sert à rien. Comment on dit aux gens, se plaindre, ça sert à rien, ou trop aussi se mépriser pour des actions, c'est pas très bon, mais de vouloir faire mieux et de trouver un juste point. Être naturel, on dit, mais c'est plus dur de naturel. Qui dit point aussi, c'est très bizarre, et obligatoirement, tout point a sa périphérie. Si on dit infiniment grand, aussitôt, si on dit infiniment petit, il y a infiniment grand. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, taper sur les murs et tout, chaque point a sa périphérie. Et vous ne pouvez pas les séparer l'un de l'autre. Il n'y a pas un point qui a sa périphérie et pas une périphérie qui n'a pas son centre. C'est solide, c'est ce que je voulais dire aussi sur l'esprit, parce que dans le monde anthroposophique, n'est-ce pas, avec Steiner et sa vision spirituelle, on parle beaucoup d'esprit. Mais déjà, nos pensées, le spirituel, on peut juste l'opposer au matériel. Et penser une chose, un point et le cercle, c'est déjà quelque chose de spirituel parce que c'est pas matériel une pensée, n'est-ce pas? Une pensée, elle existe pourtant, on peut sentir comme elle est solide là, avec le point et la périphérie, mais elle n'est pas matérielle. Mais la pensée, on peut dire que c'est déjà le monde spirituel qu'on pense. Pareil avec les émotions. On peut dire que c'est déjà le monde spirituel, ce qu'on ressent et ce qu'on pense en nous, notre vie intérieure. On va voir ça va devenir plus clair. Mais le point et la périphérie vont ensemble, et penser l'infiniment petit, penser l'infiniment grand, c'est important. Alors on fait des points, on s'interroge sur le petit et le grand, et aussi c'est pour comprendre l'ombre et la lumière au début, c'est important. La périphérie, elle est d'ombre, et le point, il est souvent lumineux. C'est-à-dire que toute lumière a une source lumineuse. Bougies, un lampadaire, des phares de voiture, le soleil, même si c'est diffus par du brouillard, derrière, s'il y a de la lumière, il y a une source. Il y a une source, donc un point, un centre dans la lumière. C'est important de comprendre ça. Pas facile à comprendre, c'est que l'obscurité, la source de l'obscurité,
elle est à la périphérie. La source de l'obscurité, elle vient de l'obscurité, de la périphérie, elle est cachée, elle vient de loin, de sous les placards. L'obscurité, et en anthroposophie, c'est pas le mal, l'obscurité, elle est maternelle, elle est chaude, elle est fécondante, l'obscurité. C'est pas l'obscurité, le noir, le mal, elle est maternelle, elle est féconde, elle est vivante. Et elle est très importante en peinture, de se plonger, j'en fais faire juste de l'obscurité, comme ça, pour s'habituer. On a tous eu peur face à l'obscurité, mais en fait, elle est bonne, elle est chaleureuse, l'obscurité. Elle est pas sous la lumière, elle est raide, la lumière, c'est la conscience, c'est la présence, c'est le jeu, elle explique tout, elle est fatigante. La nuit, elle est réconfortante. Quand on est fatigué de la conscience et des mots, de la veille, la nuit nous reprend dans ses bras, tout oublié, sous la couette, faire taire le monde, et on sent que l'obscurité, elle est réconfortante, quand on a une bonne nuit. C'est aussi l'inconscience, la périphérie, l'inconscience, et le point de la présence. Et l'inconscience, on va beaucoup en parler, l'inconscience. Et du coup, le point et la périphérie, la présence, ça pose aussi la question, on a un très bon médecin dans l'Allier, il appelle ça, il m'a dit, j'avais une maladie de peau, là, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, c'est le moi périphérique. Un moi périphérique qui nous vient comme ça. Ils sont en lien, le cercle et là, on va les voir, le point. Et ce qui nous arrive dans notre vie, c'est aussi lié à notre point, c'est ça que ça veut dire. La périphérie, si vous voulez, c'est votre destin. Et on regarde, pour connaître un moi, c'est bien de regarder ce qui lui arrive, du destin. Auquel on a consenti, mais qu'on s'en souvient plus, c'est dans l'inconscient. À la même époque que Steiner, il y a Freud et Jung, qui ont posé aussi les bases de la psychanalyse moderne, et ça se base sur la même réalité, que nos vies, elles sont guidées par un inconscient qui sait tout. Des choix qu'on ne sait pas. Ce qui fait dire que dans notre vie, ce qui nous arrive de l'extérieur, c'est encore plus nous-mêmes que ce qu'on croit qu'on veut avec notre petit conscient. Ça, c'est dur d'accepter ça. Dans mon inconscient, c'est pas évident parce que nous, dans notre conscient, on s'imaginait beau, riche, pas du tout dans la galère comme ça l'est, n'est-ce pas? Et pourtant, on avait envie de ça. Chez Tarkovsky, c'est fort, ça. Et chez Steiner, et c'est chez Jung. Jung, vous connaissez cette histoire, il définit la psychanalyse avec cette femme qui a quitté une belle soirée chez un médecin à Vienne au début du siècle. Et en partant avec ses amis, il y a une calèche qui arrive. Elle va courir le long de la rivière, elle va sauter dans la rivière, presque mourir. Les gens vont arriver à réussir à la sortir de justesse du fleuve de Vienne. Il la ramène chez le médecin. Et en fait, c'est que dans son inconscient, elle était tombée amoureuse du médecin et cette grande maison du médecin en haut de la colline. Et son inconscient voulait qu'elle retourne, mais dans son conscient, elle ne se l'avouait pas, elle courait comme une folle avec la calèche derrière elle, elle s'est jetée sur l'eau, et c'est Jung dit en fait, elle était éprise et dans son inconscient, elle voulait retourner dans la maison du médecin, et son inconscient a trouvé un moyen super intelligent, plus intelligent que son conscient, c'est notre inconscient nous manipule, pour la ramener chez ce médecin et dans cette maison dont elle était éperdue. Voilà. Donc ce qui nous arrive, et regardez ça, les jardinières d'enfants, elles regardent aux enfants ce qui leur arrive, parce qu'on a consenti à des combats auxquels on ne consent peut-être plus aujourd'hui, hein. Mais on sent, ça fait peur. Le destin, quand il vient, c'est au-delà du plaisir et de la joie. Il faut qu'on y aille. Voilà. Alors le point. Mon père, il donnait une très belle définition de l'homme, de Angelus Silesius. Déjà, ça claque de s'appeler Angelus Silesius. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Pèlerin chérubinique. Et là-dedans, il dit « Je ne sais pas ce que je suis ». Personne ne sait qui on est, alors connaître les autres. Hein. Je veux dire, on découvre, vous ne savez pas ce que vous allez vivre demain. On ne se connaît pas tant que ça. Je ne sais pas ce que je suis.
ou non, je ne sais plus l'ordre, c'est pas grave. Je ne suis pas ce que je sais. Après, il y a une chose très mystérieuse. Une chose, je suis une chose sans être une chose. Je suis une chose sans être une chose. Chose. Et il dit, pour finir, un point et un cercle. Et un cercle. C'est ce que je suis. Il a dit, je ne sais pas où il a trouvé ça. Je suis un point et un cercle. Un point et un cercle. Et c'est une définition aussi du soleil, n'est-ce pas? C'est pas le symbole du soleil en astronomie. Le symbole du soleil. Avec cette périphérie obscure, ce point lumineux de lumière, et cette situation où l'un va avec l'autre. D'ailleurs, souvent, on peut, quand on a des orgueils, des fois, chez soi ou dans son intimité, à l'extérieur, ça peut se traduire dans des manques de confiance ou des manques de confiance en soi peuvent se traduire avec des coups d'autorité à l'extérieur. Il y a des gens qui crient et qui en fait, ça traduit un manque de force du point. Ouais. D'arriver à ça. Ouais. Et on est tous différents et tout le monde a un destin auquel il a consenti dans son inconscient et qui nous vient de l'inconscient, là, de la nuit. Et on le vit comme on peut. Des fois, on se sent écrasé, des fois, ça va plutôt bien. On bouge gaiement. Mais ça, c'est un peu une situation de l'homme, le point et le cercle. Et faire des points, c'est joli, ouais. Des rendez-vous avec soi. À chaque point, faire le point, être là. Apprendre à être là et c'est tout. La D1, ils sont encore connus. La D0, elle est connue. La D1, c'est facile, c'est la ligne. Elle est connue, la ligne. Paul Klee a une très belle expression. Il dit que c'est un point qui est parti en balade, la ligne. Ça, c'est la balade du point. Si on met des points à côté, on peut faire des lignes. Le point qui part, le moi qui part dans le temps aussi. Ça a un début, une fin, la ligne. La ligne, elle a une émotion qu'a pas le point. Toute ligne a une émotion, un dynamisme. Même le code barre, c'est la machine, mais ça reste, ça fait machine, quoi. Et la ligne, je leur fais faire des émotions, je leur fais faire la joie. Il y en a qui l'avaient fait, la peine, la tristesse en ligne. On peut vraiment accrocher son âme. Quand je parlais de traces, le point, c'est une trace juste de présence. Il n'y avait rien, je marque juste, je dis présence. Mais ligne, elle raconte déjà une histoire. Ces hésitations, les lignes trop fragiles, les lignes trop sûres d'elles, les colères, les nervosités, la rage, le calme. De vraiment vivre son émotion. Et on comprend que toute trace, c'est très beau, ça chez Tarkovsky et tout ça, que les gens, ils ressentent, par magie, les humains, on peut ressentir l'origine. Si je fais une trace, vous voyez les graphologues, ils vous disent même votre psychologie en voyant votre manière d'écrire. Et c'est pas seulement la forme des lettres, c'est vraiment comment vous touchez le papier. C'est une image de nous-mêmes et la trace, dans toutes les traces, il y a je ne peux pas mentir, il y a ma présence qui... Je peux mentir à la limite avec des discours, mais pas avec des dessins. Dans la dessin, dans la ligne, il y aura mon vécu exact qui est empreint. Et on parle de chemin de vie, de chemin biographique, des lignes. C'est un exercice d'humilité aussi. Je leur demande de faire des répétitions de lignes pour qu'ils se calment en début d'année après le point et de faire des lignes très doucement. Parce que là, les défauts, c'est pas le péché l'orgueil, là, c'est les paresse et hyperactivité. C'est lié au temps, la ligne, et on va tous trop vite, d'une manière générale, dans nos vies. Après, on tombe, finit en burn-out parce qu'on va trop vite, on vit à toute allure. Donc freiner pour être conscient, et on a le temps de rêver, et je leur demande de faire des lignes qui se suivent et qui se répètent avec un intervalle égal à la ligne qui est entre. C'est très méditatif, c'est apprendre à respirer, prendre son allure, voilà, prendre son temps, trouver son temps. Chaque mois, chacun a son temps, et on peut le trouver dans la ligne, avec des répétitions de lignes. Je refais pendant 1 heure des répétitions de lignes, et ça met vraiment dans des joies, dans des apaisements. On n'a pas idée de
prendre le plaisir d'être un point qui se déplace, de vraiment vivre. Je suis là, je suis là. Et on s'aperçoit qu'on a une origine. Je sais que on a le temps de rêver, de voir que l'esprit va ailleurs. Et on fait œuvre d'humilité, on répète juste les lignes, les unes à côté des autres, comme ça qu'un intervalle. Et à la fin, il y a des espèces de 3D qui sortent, il y a des volumes qui sortent, qui sont assez incroyables. On a des hologrammes, c'est magique. Si vous faites bien les points, simplement, en étant fidèles les uns à côté des autres, vous verrez à la fin, ça donne des ensembles incroyables. Tout l'art primitif est basé là-dessus. La ligne, elle vient aussi très tôt dans Lascaux. La ligne, elle est liée aussi dans les grottes préhistoriques. Il y a le point et la ligne aussi. Ouais. La ligne de vie, la ligne de conduite. C'est le temps, là, c'est hyperactivité. Pareil, si je fais ça, je ne suis pas présent. Et si je traîne trop dans ma vie, je m'endors. Un amour trop rapide ou un amour trop lent. Et reprendre son temps, trouver son temps, c'est pas... On s'est tous fixés sur la montre, mais c'est pas vrai. On a tous un temps intérieur. Et quand on s'en livre, eh bien, on a le temps. On retrouve son temps. Et c'est un des pouvoirs du moi, c'est de retrouver son temps. Quelqu'un de pas pressé, il a déjà... ou qui traîne pas trop, quelqu'un qui vit dans son temps, il a déjà beaucoup de soucis en moins. Les nervosités précipitées, notamment aujourd'hui, c'est... Ouais, et pareil, elles nourrissent après des espèces de fainéantisme, on n'arrive plus à bouger. Et pareil, quand on procrastine, c'est souvent quand on traîne trop comme ça, c'est parce que c'est lié aussi à une trop grande activité. Son temps, c'est bien respirer, prendre son temps. Autrefois, les gens, nos grands-parents savaient encore un peu vivre dans un temps... Mais là, il faut faire d'autant plus de confiance et de conscience pour reprendre le pouvoir d'avoir notre temps. Pas se laisser stresser, quoi, ni endormir. C'est ça, hyperactivité et fainéantisme. La D1, c'est la ligne. Il y a plein de belles choses sur la ligne. Il y a plein d'artistes qui ont fait des belles lignes, les points, les pointilles. La ligne de Matisse est splendide. Mais il y a plein d'artistes qui ont développé des lignes tellement pures et tellement belles. Matisse, à la fin de sa vie, ou Jablinski, il fait à la chapelle de Vence, il fait presque plus rien. Il a un grand bâton, il est allongé dans son lit, avec un bâton de 3 mètres. Il fait une ligne sur le mur, mais elle est tellement pure, tellement libre, tellement spontanée, tellement naturelle. Il l'a fait avec le bon temps. C'est une histoire de temps, c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de temps. Là, il a son temps, c'est la grâce, quand on a la grâce comme ça, du temps, elle se voit, elle se sent dans la ligne. Il faut qu'elle soit vécue, la ligne. Elle devient aussi comme des empreintes digitales un peu. On les trouve en Bretagne, dans les grottes sculptées dans la pierre, des répétitions de lignes. Dans des grottes en Bretagne, on va sous terre, Gavrinis. Et il y a des répétitions de lignes, ça fait comme des empreintes digitales qu'on a sur les doigts, vous voyez. C'est très personnel, la ligne. C'est pour ça que la police, elle prend nos empreintes digitales, parce qu'il n'y a pas 2 humains semblables avec des empreintes digitales, c'est joli. Ni même avec un chemin de vie. Et personne ne peut remplacer l'autre. Et c'est très dur de dire à quelqu'un qu'il a arrêté ou réussi sa vie, parce qu'on juge beaucoup trop sur des critères qui ne nous appartiennent pas, qui sont à Netflix ou qui sont au cinéma. On nous vend beaucoup de rêves qui ne sont pas les nôtres, dans notre inconscient. La ligne, tracer sa ligne, son chemin. Alors après la ligne, elle devient quoi en fait? Peu à peu, si je la serre comme ça, le point, on le met côte à côte, il devient ligne à l'infini, et la ligne à l'infini. Tout le monde dessine comme ça. Hein. Vous devinez ce que ça fait la D2? Surface. D2, surface. Jusque-là, ça va, hein, c'est officiel. Hein. La surface. Ou le plan, il y en a qui disent le plan aussi. Le bon plan, le mauvais plan. Là, du temps, et c'est vraiment une sensation du temps. J'ai une origine, j'ai un but. Ouais, les grâces de la légèreté, les dépressions douloureuses, la ligne qui n'arrive plus à avancer. Alors la ligne qui devient plan, c'est le temps. Ouais, comme je leur disais,
Je vis dans les bois, moi, dans une cabane, et je vais au travail, je reviens, je dis aux étudiants, je fais des allers-retours. Ma ligne, elle devient surface. À force de vivre des choses, les sentiments de la ligne, elle peut devenir plan. Et là, elle devient, c'est vraiment l'espace du temps qui devient espace. Et l'espace, c'est trouver son espace, c'est autour de nous. Moi, je vois très bien quand je vais pas bien, quand je vais bien justement à la cabane, je sens que autour de moi, l'espace, il respire, il se pose. Et quand je vais pas bien, j'ai vu chez des amis, l'espace autour de nous se salit et il devient pas beau. Soigner son temps et soigner son espace. C'est vraiment dans quel espace on est. Comment on soigne son espace et quel espace on a et comment on habite l'espace. Le plan, la surface. Ouais, c'est très beau, c'est tout l'art du Bauhaus, chez Paul Klee. Ils partent et ils font des espèces de damiers de couleurs. C'est lié à la couleur, c'est plus lié à la forme, la surface. Donc on part toujours d'un point en art, quoi qu'on fasse. On pose le crayon, le pinceau ou quoi que ce soit, donc ça commence par être un point. On le bouge, ça fera une ligne. Vous pouvez faire une surface, vous pouvez rester dans la ligne aussi, mais si la ligne elle devient surface, et il faisait comme ça au Bauhaus, Paul Klee avec ses amis, très beau, dans le voyage au Maroc, et il faisait juste des damiers, et à un moment il soignait, il y a plein de grâce dans chaque toucher chez Paul Klee. C'est très beau parce qu'on sent qu'il a son temps, il respire, il est dans un espace de grâce, et puis il fait des surfaces les unes à côté des autres, et à un moment il y a la fantaisie qui l'emporte, et le damier devient un peu plus étrange, la 2D, ça fait comme des damiers. Il y a les photos de Yann Arthus Bertrand, elles sont connues de la Terre vue du ciel, ça fait aussi les deuxièmes dimensions. Tous les tapis, vous voyez, tout art est en fait en deuxième dimension. Tout art, je veux dire, tout art, on est sur une feuille, on est sur un papier, donc on est en 2D, vous comprenez, sinon c'est de la sculpture. C'est les trompe-l'œil, le volume, le motif. L'art est en 2D, il est sur une feuille. Ouais. Deuxième dimension, ça va. Un dessin animé, c'est bien, il montre quelqu'un qui se fait aplatir comme ça, il passe sous la porte comme ça, le mari qui s'est fait écraser par le rouleau compresseur. La 2D. Là, les dessins animés, c'est bien, c'est montrer la 2D. Et de soigner son espace, et on rentre dans l'espace comme ça, on le corrige. Et c'est très méditatif, en fait, regardez Rothko. Rothko, c'est 3 surfaces et c'est tout. Mais c'est 60 couches. Rothko, mais vous verrez, c'est pas vraiment une 2D, Rothko. Mais il y en a plein. Les grands artistes, encore aujourd'hui, il y en a qui travaillent que avec la 2D. Et c'est joli. C'est plus l'élément, ça vibre comme ça. C'est pas l'élément de la ligne, du dessin. La surface, ouais, c'est la ligne qui est devenue surface, ouais. Plan. J'ai l'image d'une rivière aussi qui rejoint la mer un peu. La ligne, c'est la rivière, elle rejoint la mer, la surface. Elle se tait dans le plan. Le plan à l'infini, ça donne à détroit. Le plan à l'infini, ça donne quoi à votre avis? Ça va, elle est connue celle-là encore. Hein? Ouais. Le plan, c'est que la Terre est ronde. C'est bizarre ça, c'est qu'on va sur un plan, la Terre, et hop, on arrive en géométrie, c'est ça, à l'infini. Le plan devient volume. C'est bizarre. Le plan, et puis il devient rond. Le plan, il devient volume. Comment le plan, il devient volume? C'est pas mal. C'est le même changement que de la ligne à la surface. Hein. Et là, j'en fais faire des volumes. C'est avec le dégradé, on fait sombre, là où c'est loin des yeux. Tout le drapé, tout l'âge classique, c'est Michel-Ange. On fait la 2D, ça c'est jusqu'au Moyen-Âge, ça. La 3D, c'est le volume et on l'a par le dégradé. Comme ça, genre on peut faire un œuf ou un truc simple au début, pour lui donner du volume. Et sur la surface des choses, c'est le monde matériel. C'est le monde matériel. Tout ce qu'on peut toucher a un volume. Un grain de sable a un volume. Tout ça, c'est vraiment l'incarnation. C'est vraiment la D3. Alors, il y a des choses très étranges. C'est qu'on l'a oublié, mais il y a quelqu'un en 1413, Brunelleschi, sur la place à Florence, il va démontrer qu'on voit en 3D.
Et Bruno Leschi, il va juste mettre un espèce de carré comme ça, Florence, avec des fils, et il va montrer que les colonnes au bout de la place sont plus petites que celles qui sont grandes. C'est la naissance du point de fuite et de la perspective, comme ça. Ça, c'est vraiment, il faut être un mois sur Terre pour avoir ça. Les enfants dessinent en 2D, et à un moment, ils dessinent... Ah oui, c'est de plus en plus petit quand même, si je suis un bon... Les arbres qui sont proches, là, ils sont plus grands, et puis après, voilà, dans le sud. C'est des cyprès, ça se voit que je suis bon en dessin. 30 ans de peinture pour arriver à faire des cyprès comme ça, moi. Bon, la perspective, oui, et donc on voit en 3D. Avant, c'est vrai, dans les icônes, il y a des fonds dorés, les perspectives ne sont pas jusque Giotto. Même Giotto, encore, il y a des maisons, elles sont aplaties, un peu comme des Égyptiens. C'est pas la 3D. Mais en Grèce, c'est bizarre, c'est la Grèce antique, même dans l'art, elle maîtrise parfaitement la 3D. Et là, il y a mes collègues qui m'ont montré des premiers chrétiens dans les catacombes où ils revenaient au plan en refusant, ils inventaient la 4e dimension même. Une dame, là, j'ai lu, ils m'ont donné un article, on quitte la 3D. C'était volontaire, on croit que c'était naïf l'art des premiers chrétiens dans les catacombes, mais il y avait une vraie volonté de ne pas exprimer la 3D, de ne pas faire des choses habiles. C'est très intéressant. Ils refusaient les trucs trop techniques. On va le comprendre plus tard. Soigner l'incarnation, soigner sur Terre, on est un mois dans un... Là, on est encore vue d'avion, justement, on est vue du ciel. La 3D, ça demande vraiment un exercice de rentrer, de saisir le volume. Ça demande un exercice de présence, d'être vraiment sur Terre. Là, on peut vraiment encore rêver pas mal et y arriver. Et là, j'ai les premières personnes qui jettent leur crayon, qu'on en marre, parce qu'ils font des dégradés, mais ils n'arrivent pas à avoir la conscience du volume. Conscience qu'on est dans un monde sur Terre, comme ça. Mais il est mystérieux, ce volume. Mais bon, on y va, on continue. Et là, il faut s'imaginer le plan qui est proche de l'œil, dans le volume, qui est plus clair, où arrive la lumière. Il faut se l'imaginer qui grandit, comme une montagne qui grandit à l'infini, et le foncé qui recule à l'infini. Et on tombe sur une dimension qui est à nouveau comme une 2 dimensions, mais en spirituel. Ça veut dire que c'est à la fois une ouverture et un abîme. Si vous voulez, on arrive à la notion d'infini. Et l'infini, c'est intéressant, c'est un concept, c'est bizarre quand on parle de l'infini, une dimension dans l'infini, c'est plus une 3D, l'infini. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas? Mon père, il me disait, c'est très très loin, c'est très long l'infini, surtout vers la fin. C'est long l'infini vers la fin. L'infini. Et en fait, on a une image de l'infini sur Terre quand on regarde le ciel. Quand on regarde le ciel, c'est une histoire sans fond. Comprenez que la 2D, c'est un regard qui est arrêté. Là, le mur, je le vois en 2D. Mais si je regarde le ciel, c'est une 4D. Et en fait, c'est ça qui est dans l'art de Rothko qui est remarquable, c'est que je les ai revus, je suis allé à l'expo récemment, et c'est vraiment comme du ciel, Rothko. C'est pas des surfaces arrêtées. Et c'est ça ce qui est agréable à l'œil. Et c'est pour ça qu'on aime regarder le ciel aussi l'été. Il nous recharge et il vibre comme ça, le ciel. Et c'est parce qu'en fait, on regarde l'infini. Il est le mieux défini, l'infini, c'est en géométrie. Justement, mon père, il faisait de la géométrie euclidienne, la géométrie de l'espace. Et l'infini, c'était la ligne d'horizon. Et il m'expliquait bien que pour eux, ceux qui font de la géométrie, là, c'est comme à l'infini, l'horizon, ça passe et ça continue, ça va à l'infini et ça revient de l'autre côté. Il y a un retournement à l'infini. L'infini, c'est là où les choses se retournent. C'est très important de penser à l'infini comme ça, parce que c'est vraiment un endroit précis de l'espace. L'infini est un moment précis. Et il y a toutes les contraintes dans la D4. On peut appeler le néant aussi. Le néant, moi je l'appelais au début. Le chaos sensible, je l'ai appelé aussi le chaos sensible. L'infini, c'est pas le volume, c'est l'infini. Et c'est un endroit précis de l'espace. C'est pas la 3D, c'est pas la 2D, c'est pas le point, c'est pas la ligne. Et puis ce ciel, tout pur, déjà de se baigner dans le ciel comme un oiseau, ça calme bien les nerfs aussi.
une quatrième dimension, un infini, le pain de l'infini, et avec la notion de l'infini, c'est ça. Pour la 3D, il faut la notion de la 3D, il faut savoir où est son œil pour saisir la 3D, et là, pour la 4D, c'est pas que de faire un trait léger, mais c'est de sentir qu'on est dans un espace sans fond. Francis Ponge, il définit ça en disant le néant, mot grec, signifiant à l'origine à la fois ouverture et abîme. C'est à la fois une ouverture et un abîme, et c'est à l'origine. C'est le néant. Chez les Grecs, ils appellent ça le néant. Tout vient du néant, tout y retourne. Mais notre civilisation, elle a une conscience comme de l'obscurité. Là aussi, ça touche un peu sur le néant, qui est une espèce de vide noir où il ne se passe rien. Alors que le néant, chez les Grecs, c'était quand même d'où tout sort et tout retournera. Chez Steiner, c'est avant le commencement des temps, avant l'ancien Saturne. Mais c'est un grand dieu, le néant. Et il donne, s'il s'anime, le ciel tranquille, on peut l'animer un peu. Charles Pépère, souvent, vous allez voir dans les exemples, plus en plus animé, le ciel, on le fait vibrer, et ça donne du chaos sensible. Le chaos est fils du néant. Chaos sensible, ça s'écrit comme ça, je crois. Chaos, et à l'origine aussi, tout vient d'un chaos, comme ça. Il y a une fille dans le plus vieux mythe, pélingien, il l'appelle, un mythe grec comme ça, Eurynomée. Il y a une femme qui danse avec. Elle va donner naissance au chaos. Elle danse avec un serpent, l'origine du monde. Et ce qui est marrant, c'est que M. Pacou, en physique, il enseigne que ça, c'est le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le soufre. Et c'est les 5 piliers du monde vivant. Mais je trouve ça tiré par les cheveux parce que c'est des dominations qui sont données assez récemment par la physique moderne. Et les Grecs, ils devaient s'en fichtre pas mal de la physique moderne. Ils avaient leur mythologie à eux. Vous comprenez? Mais c'est enfin un jeu d'esprit qui est sympa, qu'on ait quand même les molécules. On dit que c'est le pilier du monde vivant, ça. Carbone, hydrogène, azote, oxygène. Si vous avez ça, avec un peu de soufre, vous pouvez créer le monde vivant. Mon Dieu. Et je leur fais faire des chaos sensibles, ouais. C'est le lâcher-prise. Ça correspond au lâcher-prise. Trouver un rythme, et c'est très très dur de le lâcher-prise, de plus contrôler son pinceau. C'est quelque chose de notre époque, de passer de la 3D à la 4D. C'est pas vouloir, c'est d'être dans le moi périphérique aussi. C'est le moi qui se dissout dans le chaos sensible, et c'est pas avoir peur de se perdre, mais c'est d'arriver à se déconstruire, par exemple. Et ceux qui arrivent à la 3D, il y en a, ils n'arrivent pas à la 4D, parce que le lâcher-prise, c'est dur de ne rien vouloir avec sa main, de juste faire des gribouillages, et c'est dingue ce qui sort là. C'est très dur de lâcher, mais on y arrive quand même, et ça fait du bien, parce que c'est servir du crayon dans tous les sens, tout lâcher, avoir quand même une grâce, être bien, la grâce du point. J'essaie de l'exiger, d'être là, d'être présent, et de trouver une ligne pas trop droite, ni trop courbe, et de faire un chaos sensible. On continue. Ouais, vous allez voir ce qui apparaît. Je vais vous montrer après, je vais garder un peu de suspense. C'est bien de faire du suspense. Vous allez voir ce qu'on peut faire en faisant du gribouillage. Donc ça c'est le chaos sensible, 4e dimension. Ouais, un lâcher-prise, un moi qui se retourne, tous les retournements. On va parler des retournements des chaussettes. Steiner, il dit ça, quand on meurt, on se retourne comme une chaussette, nos peaux, nos dimensions. Ça, c'est la peau de la 3D, n'est-ce pas? Et ça se retourne. Ça se retourne. Ça s'inverse. Le moi... Il dit comme une chaussette ou comme une veste dans d'autres conférences, et on sent toujours chez les Égyptiens, dans toutes les cultures, hein, c'est pas que Steiner, tous les grands initiés, on appelle ça comme ça, chez Édouard Chouret, les grands initiés, ils ne parlent pas tous d'un monde spirituel, un monde à l'envers. Et déjà nos pensées, nos sentiments, ils sont au des retournements. On se retourne, voilà, comme les tableaux de la 3D, 4D, et là, la 5e dimension va arriver. Ah, comment je préfère? Au-delà de l'infini. Alors, ah oui, je la montre comme ça, la 5D. Qui se retourne.
C'est logique, hein, c'est tout hyper logique. J'aime bien cette conférence parce que ça ne dépend pas du tout de mon génie, ça vient tout seul. Que le nous, vous allez voir, c'est sûr que c'est comme un tour de magie. 5D, c'est que, alors là c'est assez magique. Alors toujours le point, on ne peut que commencer par ça. Des lignes, on ne peut que faire ça, même si elles sont larges. Ça peut donner des surfaces, ça peut même donner des volumes. Vous allez voir, c'est un principe qui est incroyable, qu'on connaît, c'est que, je fais un peu plus foncé exprès sur les bords, c'est que le principe incroyable, c'est quoi? C'est que l'obscurité recule et la lumière avance vers l'œil, malgré nous. On donne même l'exemple des gens, si on veut paraître un peu plus maigre, on peut s'habiller en noir. Je fais l'expérience aux étudiants, je prends un rond ou une feuille carrée noire et une feuille carrée blanche, je dis laquelle est la plus grande. Tous les étudiants me disent la feuille blanche. Après on les mesure, il me fait le nom d'un chien. Ils ont la même taille. C'est-à-dire que même à 10 mètres, des feuilles de même proportion, le noir recule, il fait plus petit. Et, miracle, là, le noir, il est pourtant sur mon papier, vous êtes d'accord, hein? Regardez bien la magie. Là, la pupille se retourne et c'est le blanc qui est devant et le noir, il est passé derrière. Et je demande aux étudiants, je passe, hein, c'est relou, je dis à chacun, mets dans ta pupille le noir derrière. Là, vous y arrivez maintenant. Vous arrivez à mettre le noir derrière et le blanc qui vient devant, c'est presque naturel. C'est des lois du monde, là, que je vous... c'est comme ça, vous pouvez le faire, vous y arriverez chez vous, ça ne dépend pas de moi. 5e dimension, on parle d'une émergence. C'est-à-dire, au-delà de l'infini, l'émergence, c'est l'inverse d'une 3D, comme la 4D, c'est une 2D rendue spirituelle. La 5D, c'est une 3D à l'envers. Et un exemple très très beau dans l'histoire, c'est la Madone Sixtine de Raphaël. Autour, vous verrez, il y a le ciel, il y a des rideaux verts, et dans le ciel, on voit des visages d'enfants, de poupons qui ne sont pas nés, qui arrivent. Ils émergent. C'est pas comme une 3D. La 3D, on la voit, elle est posée comme ça, c'est le monde matériel, et ce qui émerge en nous, comme ça, face à la 3D toute la journée, c'est un monde d'âme, d'émotion, un monde intérieur. Et constamment, quand on regarde les choses de la 3D, il y a des images qui montent, des inspirations, des imaginations, des intuitions. C'est tout ce qu'on ressent. Et c'est une grande partie de la réalité. Même des fois, la réalité, on ne la voit pas parce que ça devient trop fort. Quand on est pris par des pensées, on fait n'importe quoi dans la 3D tellement. Des fois, on croit voir des choses. Enfin, c'est très fort ce qu'on ressent et ce qu'on éprouve face à la 3D. La joie ou même l'amour. De voir un visage et de tomber amoureux de quelqu'un, l'amour, il est en vous, n'est-ce pas? Il n'est pas dans le visage. Et bien distinguer pour un jeune du monde intérieur, monde extérieur, 3D, 5D, qu'est-ce qui monte en moi? Et le regarder. Et quand je regarde les choses, qu'est-ce qui monte en moi? Apprendre à s'écouter. Et un des très bels exemples, c'est le Petit Prince. Le Petit Prince, il est toujours comme ça, il écoute, on sent la 5D, il vient de loin. Au Moyen-Âge, on la figurait comme ça, cette dimension, je trouve ça génial. C'est Steiner qui relate ça, mais je l'ai vu dans un codex, je l'ai vu ce dessin. Il est repris, il est très connu. Et il a été jugé, on s'est moqué d'eux, on peut se moquer. Mais vous allez voir, c'est quand même assez génial. Ils font la voûte étoilée comme ça. Ça, c'est la voûte du monde. Le point et le cercle, voilà. Le point et le cercle. Le point, il est là. Hop, ils peuvent faire un paysage à l'intérieur. Donc le moi, je fais une silhouette, je le dessine comme ça. Il est dans un espace, attends, on va le dessiner mieux, il a son temps. On est toujours coincé dans le temps et dans l'espace. C'est notre croix, ça. On va y revenir. Il est dans un certain moment, dans l'espace, c'est nous. Là, c'est sa surface, soigner son espace, hein. Son temps, son époque, s'il vit au Moyen-Âge aujourd'hui, les montagnes au loin, le chemin, la montagne, pour avoir la 3D, bien plus visible. 3D, 0D, ben, le temps, c'est le temps de parcourir le chemin. L'espace, c'est soigner son espace, la 3D. Et là, ils imaginaient une voûte céleste, comme une vieille bâche qui avait des trous, et là, une lumière magique. Ils s'imaginaient un plan au-dessus de la voûte, où on allait quand on est mort, ou comme ça,
avec une lumière magique. Ouais. Souvenir, il y en a plein qui le font encore. Enfin, on le fait différemment aujourd'hui. J'ai pas de jaune parce que le jaune, une lumière magique. Vous rajoutez du jaune à votre esprit qui tombait là, il y avait des trous. Il y a même des fois un espèce de bonhomme bon Dieu qui se balade comme dans les tableaux de Simon Pachieka là. Hop, un bonhomme bon Dieu qui marche avec un bâton, il fait des trous lui. Et hop, ça fait couler la lumière magique qui vient sur Terre la nuit. C'est la lumière des astres, des étoiles. Et c'est au-delà de l'infini, l'astral. Et c'est un peu comme le petit prince dans sa planète lointaine. Et cette lumière des étoiles, vous voyez comment ça brille une étoile, ça brille un peu comme un diamant une étoile, ça scintille, voilà. Les planètes, elles brillent et les étoiles scintillent. Très précieux. Vous voyez, c'est comme des petits diamants, ouais. Van Gogh, il adorait peindre les étoiles la nuit, ça réconfortait tout le monde. Tous les humains, quand ça va mal et qu'on voit les étoiles la nuit, il y a un truc qui nous parle comme ça dans la lumière des étoiles. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on aime les diamants aussi. Et le petit prince, il vient de là-haut, au-delà de l'espace physique. Hein. Vous pouvez dire que c'est un espace imaginaire, si vous voulez. Le monde spirituel, on peut dire, mais il existe vraiment, mais il n'est pas, on ne peut pas le prendre comme une craie, quoi. Que sur Terre, hein, les choses sont dures. Que dans la 3D. Le point, on ne peut pas. Même la ligne, c'est un concept. La surface, c'est aussi un concept, en vrai. Mais la 3D, c'est vraiment la 3D. Les couleurs des étoiles sortent. Et puis, il y a comme un écho qui est bizarre de ça, qui est à l'intérieur de nous, qui vibre aussi, qui est décrit par tous les grands initiés, là, où on dit que ça brille même un peu, c'est un peu l'aura. C'est l'aura, mais c'est des choses spirituelles, et sentir que on parle de... puisqu'il est au-delà de l'infini, si vous voulez, la voûte, là, ça pourrait être aussi le retournement de la peau qui est là, de l'être humain. Et ce qu'il y a en lui, c'est animé, c'est pas mal, c'est toute l'astrologie, n'est-ce pas, aussi, hein, que chaque homme est une étoile sur Terre, c'est connu. On dit que chaque homme est un peu une étoile enfermée dans un corps, comme ça, sur Terre. C'est très Petit Prince, et il va se libérer avec le serpent. Le Petit Prince, il écoute ce qui se passe à l'intérieur et vit avec une fidélité, parce que souvent on s'écoute plus, on n'écoute plus ça, on est voilà, nos intériorités, on se perd dans le monde extérieur. Ah, c'est pas ça que je voulais, de prendre le temps de ça, de l'âme, l'émergence. On peut parler d'émotions qui montent, ou de sentiments, le sentiment, tous les sentiments qui montent en nous comme ça. L'émotion, c'est très très fort. Alors, 6D. Alors, ça c'est l'émergence, au-delà de l'infini. Alors là, on est encore plus haut, là. 6D, on va aller encore plus haut. Et c'est un truc qui arrive très vite, ça, la 6D. C'est, dans la perception, c'est ce qui nous donne le concept, ce qui nous permet de nommer les choses. C'est la pensée, c'est l'idée. En peinture, on appelle ça le motif. Il y a de l'art abstrait, non figuratif, et c'est la figure. Quand vient la figure, un moment dans notre cribouillis, on a comme ça les apparitions, on continue, et du néant, qui est l'inconscient, surgit d'abord des lumières, on les regarde, et à un moment, on fait un petit point, et ça m'évoque un poisson, par exemple. Et je fais un petit poisson là qui vole, et c'est comme un poisson dans la mer. Mais j'ai vu apparaître de mon chaos sensible, mais au moment où je dis poisson, il y a quelque chose, il y a une dimension qui rentre, c'est celle de la pensée. Ça va très très vite dans la perception, sauf des fois, là justement, quand on voyage, on dort et on n'est pas dans son lieu habituel, on se réveille et on ne sait plus où on est. Ça arrive ça dans la vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas la 6e dimension, on a toutes les formes et tout, mais on n'arrive pas à analyser. On voit un visage et on ne sait pas qui c'est. Et à un moment, avec la 6D, ah non, ça va, c'est que des habits sur mon siège, alors qu'à un moment, mon cerveau, il cherche, qu'est-ce que ça peut être, une sorcière qui est rentrée dans ma chambre, je cherche en panique, et c'est comme un jackpot, et quand je trouve le bon concept, là, je fais, ah ouais, c'est des habits sur une chaise. Mais la 5D est plus mystérieuse, c'est les sentiments, les émotions, c'est souvent mélangé, et on ne peut pas les nommer clairs. Là, c'est lié au motif en art, on dit que c'est un motif qui vient, mais c'est lié à la pensée, vous avez compris, le percept et le concept, c'est lié au concept. Le concept, perception,
C'est juste qu'on ressent. Concept, c'est ce qui vient de nous, et on nomme tableau et tout, c'est toute l'intelligence, le concept. Le concept, c'est l'idée. L'idée, c'est lié à la pensée, et l'art abstrait n'a pas toujours de 6D. La 6D, c'est d'aller jusqu'au motif. Mais ça va très très vite, mais on vit dans ce monde d'idées, de pensées, qui est très solide, qui est très prégnant. On sent que pour les philosophes, ce monde devient même plus réel que la 3D pour les grands philosophes et les grands initiés. Pensée logique, bien se représenter les gens. Pour Platon, tout vient de l'idée. L'idée est une, elle est entière et elle est cohérente. Chaque pensée, elle est liée à une autre, et on ne peut pas... nous, on pense mal, mais le monde de toutes les idées, il est cohérent. Aussi chez les Allemands, c'est chez Platon, mais chez Hegel. Chez Hegel, le monde de l'idée, c'est absolument tout. Il est cohérent lui-même, et c'est quand, dans la peinture, on peut dire « Ah, la lune !» Sinon, à des moments, « des vagues la nuit !» Là, on m'a dit quoi? Un vaisseau fantôme dans celui-là. Ah, une île. Alors, la 6D, elle ne doit pas être là parce que tout le monde dit un concept un peu différent. Mais des fois, tout le monde s'accorde sur le concept parce qu'il est clair. Le monde de l'idée, de la pensée. Pensée, c'est émotion, sentiment. Là, on peut mettre vie un peu. La vie du chaos sensible. L'émotion, le sentiment. Ça, c'est plus des ressentis, mais de physique, je ne sais pas comment dire. Une émotion, ça bouge différemment. Ça, c'est plus une danse. C'est plus, comment distinguer la 5, elle émerge. La 4, c'est plus le vivant. Un tableau peut être plus ou moins vivant. Un bon artiste, son tableau est vivant. Et un bon artiste, pareil, il va mettre beaucoup d'émotion dans son tableau. Et de la vie. Bon, l'idée, on les a presque toutes. Pas mal. Quand le motif vient. Et c'est dur parce que quand il vient, on se précipite dessus, on le tue. Ce qui est très très dur, c'est de vraiment prendre le temps de laisser un motif apparaître sans le tuer. Parce qu'au début, on attend tellement que quelque chose vienne, qu'on l'entoure, et le poisson, il a l'air de rien. Mais quand on prend le temps, la venue d'un motif, c'est très fort. Il ne faut pas le précipiter. Ouais, les idées, les concepts, la pensée, l'art figuratif. C'est ça. Et Cézanne, il dit, l'âme est une plaque sensible. En nous, on a des images qui montent, mais ça monte de choses très profondes, de l'inconscient. Et c'est comme à la surface d'un lac. Et ça crée une image de la surface du lac qu'on appelle représentation. Tout ce qu'on sait du monde vient de représentation. Et nos représentations sont faites d'images. Même nos intuitions les plus profondes, elles passent par la représentation. La représentation, c'est l'habit du conscient. C'est la pensée intellectuelle, si vous voulez, mais après, elle peut devenir de plus en plus vivante, la représentation. Notamment, si je vous dis un triangle, c'est quoi? On pense généralement au triangle isocèle de base, mais il y a toute forme de triangle possible. Même Lucien montrait aux étudiants qu'un point, ça peut être un triangle de face qui est dans l'obscurité, c'est-à-dire que le concept de triangle, après, il peut vraiment varier de toutes les formes. Une ligne, ça peut être un triangle allongé, qu'on voit de dos. Ça peut être un triangle. Et vous voyez, le concept de triangle, il prend vie. La représentation du triangle prend vie. Pareil avec les gens, on croit les connaître, on vit avec, et puis après, à la fin, on s'aperçoit qu'ils ont plein d'aspects différents. Tout ça, c'est des triangles. Et on peut le faire pour tout. Hein. Rendre la pensée vivante. Hein. Un point, ça peut être un triangle, ça calme, hein. C'est les paradoxes. Ça fait à partir à la 4D. La 4D, il y a des exemples très très connus. C'est aussi toutes les inversions. Alors lui, c'est pas le premier qui en parle, je ne sais plus, c'est autour de 1800. Monsieur Hinton, il fait un tesseract, une croix en volume, et il dit que c'est le premier qui parle de la 4e dimension, mais il y a plein de jeunes aujourd'hui sur Internet et tout. C'est tous les jeux impossibles à la 4e. C'est très drôle l'infini, parce que ça donne à plein de jeux de l'esprit. Il fait une croix comme ça en volume, et il dit... il rajoute la croix aussi devant là, un carré comme ça, pour que ce soit vraiment en 3D, une supérieure là, donc tesseract, et il dit le carré qui est au milieu qu'on ne voit pas, il est dans la 4D. C'est le premier dans l'histoire qui définit la 4e dimension.
Il y en a un qui est super, il fait des espèces d'anges comme ça. Et dans l'intervalle, il y a des dragons. Et Cher. Ou des escaliers impossibles. Des escaliers, ils montent toujours et Cher, il fait. Et vous finissez en bas de l'escalier. Ça, c'est typique de la 4D. Ça se retourne. Et Cher. Et là, il fait des anges. Et dans l'intervalle, vous regardez, il y a des petits diables qui sont dessinés, par exemple. Il fait plein de jeux de l'esprit comme ça. Ça, c'est typique de la 4D. Et la 7D, qui est la 8e de l'espace, parce qu'il y a la D0, vous comprenez, la 7, c'est la dimension numéro 7. Les archétypes, vous avez entendu parler de cette expression? La 6, alors ça c'est la 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, et là c'est les archétypes. Il y a la forme de l'étoile, et les choses qu'on reconnaît, tout ce qui nous permet de nommer notre langage, c'est très profond, la 6. Et là encore au-dessus, derrière les dieux, alors ça fait un peu scandale, c'est que au-dessus des dieux de placer quelque chose, on se demande, déjà à 4, on se dit à l'infini c'est fini, 5, 6, 7, on se dit mais qu'est-ce qui peut être au-delà de l'esprit, de la pensée? Qu'est-ce qui peut être cette dimension, cette 8e dimension? On la cherche longtemps celle-là, ça crée un beau suspense. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être, qui est au-dessus de tout, le plus important? Pour Steiner, il le met aussi au-dessus de tout. Kant le met au-dessus de tout aussi, le grand Kant. Steiner le met au-dessus de tout. Il dit c'est ce qui restera de toute mon œuvre dans 500 ans. Rudolf Steiner, un concept, un livre qu'il a écrit. Oui, alors au-dessus du Père, ça c'est le monde du Père, tout à fait. Là, les archétypes. Là, la 6. Ici, on peut dire que c'est le monde qu'on reçoit aussi. On est enfermé dans le Père. C'est très bizarre cette histoire. Ouais, les religions paternelles comme ça. Non, c'est comment? Qui se réfère au... Là, le sentiment, l'âme, la vie, infini, la 3D, avec les montagnes, le chemin, la ligne du temps, sur son chemin, avec son inconscient qui arrive, dans son âme, on se balade, on regarde le paysage, et puis ça monte quand même toujours en nous. Alors ce concept-là, et Steiner dit c'est ce qui restera de moi aussi dans 500 ans, c'est un concept qui est au-dessus de toutes les contingences, c'est la liberté. Ah, vous saviez? Ah, vous l'avez dit? Ah, je suis à moitié sourd. La liberté. Et en art, c'est important quand on voit Matisse, quand on voit les artistes à leur fin de la vie, mais c'est très dur d'en juger parce que c'est presque un sentiment de se sentir libre et piégé, mais à un moment, on se sent libre, ouais. On se sent libre. Mais c'est intéressant de penser que même toute cette structure de l'espace, elle vient quand même de quelque chose de libre et qu'on est quand même libre parce que sinon on serait que dans un déterminisme, on serait dans un déterminisme terrible, on serait coincé. Heureusement que tout en haut, là il y a la liberté. Avoir le choix, elle disait la dame c'était joli, elle réfléchissait, tout le groupe cherchait, on ne trouvait pas, et tout d'un coup elle lève la tête, elle dit ah mais c'est avoir le choix. Le choix. Ouais. Et avoir le choix de la liberté, parce que, en fait, dans la philosophie de la liberté, c'est pas une liberté d'action. L'action, elle est toujours. On a des motifs conscients, mais l'action, comme je vous ai dit, elle vient de notre inconscient. Donc, la liberté, elle n'est pas de fait. Elle n'est pas dans les faits. Je veux dire, je peux être conditionné même à lever ma main comme ça, je peux me croire libre, mais mon conditionnement me fait faire ça. C'est pas mal déjà écrit, les faits. Les faits, on ne peut pas les changer. Je ne suis pas libre de voler comme un oiseau, ouais, c'est ça que j'avais dit aussi. Je ne suis pas libre, j'ai une condition de James, et je suis prisonnier là-dedans. Et même dans mon destin, il est pas mal marqué ce qui vient de la périphérie. Ce qui vient de la périphérie et du cercle là dans l'autre. C'est pas mal déterminé. Par contre, je n'avais pas compris, c'est justement en discutant, et Steiner le dit aussi, c'est une liberté psychologique qu'il s'agit. C'est-à-dire que dans les contraintes de notre périphérie, du monde, notre petit moi, on peut subir notre destin de manière dure et se sentir prisonnier dans notre rôle, de notre personnage. On supporte difficilement
le schéma, le trait, la matrice dans laquelle on est coincé, mais il y a des jours où on est heureux comme un poisson rouge. Je t'en dirais, il y a cette image, un poisson rouge dans son aquarium qui ne se plaint pas, qui est content d'être là. Il ne se dit pas « Ah, j'aimerais voler comme un oiseau ». Si, il y a peut-être des poissons qui se morfondent comme ça, mais je ne crois pas. Dépressifs, parce qu'ils ne peuvent pas être des oiseaux. Nous, ça nous arrive. Et accepter sa condition, c'est ça. Donc, choisir, là, on est pris dans une réalité, mais qu'on peut quand même, alors on ne l'a pas tout de suite, du coup, la liberté, c'est ça. Hein. Une liberté psychologique, ça veut dire que les événements du destin, je n'ai pas trop le choix, parce que je me retrouve là face à quelqu'un qui m'appelle, mais même du but en blanc, ma réaction psychologique va être assez définie par mon éducation, par ma culture, au début, mais quand même, il y a une petite brèche où on peut sentir qu'on a un choix, C'est-à-dire que je peux me fâcher, je peux rigoler, ça donne l'humour aussi, ça donne une tendresse aussi. Quand on a, vous voyez dans le théâtre, on vit vraiment ça, c'est qu'on joue un rôle et on ne se prend pas au sérieux. Et on dit l'acteur est son double, on a un double et on sait qu'on joue un rôle. Mais dans la réalité, on perd cette distance-là. Au théâtre, à l'école Chaleur, on en fait pas mal et c'est hyper agréable parce qu'on est plus libre. On sait qu'on doit jouer et puis on tente des petits trucs, des impros. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, quand on sent cet espace de liberté, c'est un espace avec les événements, avec les choses. Et c'est très important parce que c'est l'espace, la brèche qu'on peut faire dans tous dans toutes les dimensions d'espace dans lesquelles on est coincé. Le point, il ne peut pas être autre chose que point, la ligne, elle ne peut pas être autre chose que ligne, le plan, la surface, le volume, le monde terrestre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on s'y cogne, la 3D, le 2D, mais la manière dont on vit dans ces dimensions, qu'on ressent notre prison c'est notre destin, elle peut changer et on crée en nous un homme vraiment nouveau. On a reproché même à Goethe de ne pas pleurer à l'enterrement de sa mère. Moi je vais pleurer maman, c'est sûr, je te promets. Mais lui il dit qu'il est plus sujet à ses émotions, c'est-à-dire qu'à un moment il peut choisir. Ça ne veut pas dire qu'on est plus triste, mais qu'on n'est plus manipulé. Donc c'est sûr, c'est possible de mettre de l'humour, de prendre une distance. Mais bon, moi je dis ça aux étudiants, ils me regardent, ils me disent « Mais James, c'est de la théorie ça. » Je veux dire, quand on a un vrai chagrin d'amour et quand on a des trucs, quand on a des vrais soucis, de devenir libre, c'est pas évident. Mais de commencer quand même avec, comment dire, un petit peu, reprendre une distance, sentir que ce moi-là, dans le cercle, il peut se balader un peu, qu'on n'est pas broyé des expériences dans nos vies, on est broyé par le destin, ça va mal, on est tendu, il faut aller chez le masseur. Et c'est respirer. Souvent on prend une colombe pour la liberté, moi j'aime bien, la colombe elle vole dans l'air, les surfeurs, le wingsuit, là on peut sentir un peu la liberté dans l'air, la colombe de la paix. Et la colombe de la paix, c'est sûr, la liberté, on peut la voir. Et c'est très beau de penser que même les dieux qui ont créé le monde, ou je sais pas, ou la matière et tout ça, tous ces conditionnements-là, il y a quand même eu un élément de liberté. Et c'est ça, chez Eugene Green, c'est très très beau chez Eugene Green, parce que c'est la vraie naissance de nous-mêmes. En fait, les enfants physiques, on les reçoit, c'est la nature qui les fait, ça se fait pas dans notre conscient. Le seul être conscient qu'on crée dans notre vie, c'est celui-là. C'est cet être entre les deux, ce qui jaillit de la source, en nous, du point, la présence, la 5D, la 4D, tout ce qui jaillit, les émotions, les pensées, c'est pas nous, c'est déjà notre monde. L'autre monde, la 3D, là, qui arrive de l'extérieur, avec tous ces événements, ces gens, des fois des caresses, mais des agressions, la 3D qui vient de l'extérieur, ce qui vient intérieur, et c'est un espace, c'est ça, c'est un jeu avec soi-même, avec nos intériorités, on garde un espace, et avec les contingences, je ne dis pas qu'on peut se balader libre comme un oiseau, mais on sent les comiques et les gens pas mal dans des situations dramatiques, ils sont libres, ils peuvent passer au premier degré, il ne faut pas se laisser piéger par son propre rôle, et on crée, là, avec ces deux choses-là qui sont données, un être invisible mais conscient. C'est ce que nous on a fait par rapport à notre destin là, des contingences de la 3D, de ce qu'on nous a donné et ce qu'on en a fait, et cette liberté là,
Ce petit jeu, il est très important parce que chez Eugene Green, il dit c'est notre vraie naissance. On naît tous de soi-même. Ce deuxième homme ou cet homme perfect, c'est-à-dire naître de nous-mêmes, c'est gagner une petite liberté aussi dérisoire soit-elle, aussi dérisoire soit-elle, il y a une vraie naissance qui nous appartient et qu'on peut faire grandir ou pas, mais c'est un enfantement, comme dit Eugene Green, de nous-mêmes, et on enfante d'abord que de nous-mêmes, pour dire que c'est notre travail de se tenir dans ce destin, la manière, c'est pas le quoi, c'est pas tant le quoi du métier, c'est vraiment le comment, vous comprenez, c'est comment je vis ma vie, et c'est juste, c'est pas, on le sait aujourd'hui, c'est pas d'être peintre ou d'être caissière à casino ou d'être président qui font la valeur d'un être humain, c'est pas notre statut ou notre fonction sociale, mais comment on la vit à droite à gauche. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute des voyous qui volent dans les caisses et des caissières très bien, qui sont des vrais héros. Et c'est pareil pour les hommes politiques et pareil pour tous les métiers, de ne pas déterminer les gens par le métier, mais par cette naissance de nous-mêmes, comme ça, qui peut être libre. Et c'est sûr que dans les moments de douleur ou difficiles, quand le destin nous broie, moi, j'insiste même pas sur la liberté parce que c'est agaçant quand on a quand on a des problèmes et on peut pas s'en dégager. Quelqu'un qui vient vous dire mais rigole un peu, regarde ça du bon côté, retrouve ta liberté, ça va partir. C'est bientôt les vacances. Pense à quelque chose de bien. Et si je fais comme ça, je fais tourner 8 dimensions de l'espace avec un doigt. J'ai progressé depuis la 12e. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulé, plutôt donné envie de vivre avec tout ça. Hein. Bien votre point, votre présence, prendre votre temps, soignez votre espace, et vous verrez le monde, la 3D qui devient un peu magique, tout ce qui monte derrière, l'inconscient qui nous vient de la 3D, là, et les gens, la 3D s'efface. Sentir bien conscience de notre vie du corps, de nos émotions du corps, de notre pensée, amener de la clarté dans la pensée et soigner nos libertés pour ne pas mourir malheureux. Merci à tous infiniment.